Apéro preview Jazz Clippers. C'est pas Jazz Mavs? Non, Je croyais qu'il menait 2-0. c'est comme ça. On avait fait des petits points, mais malheureusement pour les fans de Luka Doncic et ceux de Kristaps Porzingis, bien évidemment, eh bien c'est une série entre Utah et Los Angeles, les Clippers, puisque la seule équipe de Los Angeles qui est encore en vie, c'est celle de Kawhi et compagnie. On s'installe tranquillou. Comment ça va, Alex? Bon, écoute, ça va plutôt pas mal. Ça va bien. Ouais, écoute. Les Suns sont en demi-finale de conf. Comment veux-tu que ça n'aille pas? On a des playoffs, honnêtement. Au-delà même du côté fanboy des Suns. On se régale. Et en plus, genre, enfin, là, qui va être champion, en fait? Enfin, Bah, les Hawks. genre, c'est vrai. Vu comment on est- Face aux Suns en finale, tu vas falloir assurer quand même, par contre. La preview. Mais ça le va être 5 des ju- belles finales. La Ça va être de preview- sacrées finales. La preview du 5 juillet est déjà prête. Vous le savez très bien. Évidemment, Ouais. plus sérieusement, comme tu le disais, Mais tout plus à fait. sérieusement, c'est ouvert, vraiment. On est sur des magnifiques playoffs et certains ont vu la statistique tourner. Il y a pour les Spurs, il n'y a pas le Heat, il n'y a pas les Lakers, il n'y a pas les Warriors. On va avoir une équipe championne comme on n'en a pas vu depuis des décennies. Hein. Il faut revenir à très longtemps puisqu'en plus Luka et les Mavs sont sortis. Donc même l'équipe des Mavs de 2011, c'est terminé. On va avoir un nouveau champion et ça c'est vrai que c'est excitant. On est sur la preview entre le Jazz et les Clippers. Game 1 là imminent. Hein. On va pouvoir se régaler avec 2 premiers matchs du côté de Salt Lake City. Les previews, vous les connaissez. On garde la même trame. On commence par la dynamique des deux équipes. Attention, on n'a pas tout à fait eu les mêmes premiers tours entre Los Angeles et Utah. Il y aura des choses à dire. Ah voilà, ça tâtonne un petit peu. Après, Alex, tu le sais, on a 4 doigts. Qu'est-ce qu'on fait avec ? On sort le hashtag tactico-technique chez Radedesh dans lequel on parle justement stratégie et basketball. Ensuite, on sort les jumelles pour parler d'un joueur à suivre qui va vraiment attirer toute notre attention. Et on termine avec Il Famoso, Il famoso pronostico. Voilà. dans lequel on vous annonce l'avenir. Qui va remporter cette série ? Qui affrontera Devin Booker en finale de conférence ? Cette phrase mérite au moins tout le respect de la Ligue. On ne perd pas de temps. Et on va commencer tout de suite avec la dynamique des deux équipes. Alex, j'ai envie de le faire plutôt par ordre chronologique. Le Les Jazz Clippers, non, le Jazz, pardon, dans le sens inverse. Disons que le plus récent, je veux pas te le faire tant qu'il est encore chaud. Les Clippers s'en sortent in extremis. En 7, après avoir été mené 2-0, on avait parlé des pourcentages de victoires des équipes qui sont menées 2-0 dans une série, tout ça. Enfin bref, c'était l'enfer. Ils sont passés. Ils se sont fait peur, mais ils sont aussi fait le mental, du coup, j'ai l'impression. Ce qui se passe dans le Game 3, là, quand ils sont archi menés en début de match et que Paul George Sonne la révolte. pas tout seul, hein, mais il sonne la révolte et puis après ça se met un peu en route. Tyronn Lue se calme un peu et arrête de faire jouer Vika Zubac et ainsi de suite et ainsi de suite. Le match 7 6. de Monsieur Kawhi Leonard. Ah, tout à fait, le 6 de Kawhi Leonard notamment. Le match 6 de Kawhi Leonard. Le match 5 de Kawhi Leonard. Ouais, il a fait une petite série quand même, mine de rien, où j'ai mal vu. Ça va. Hein, Okay. Il les aime bien, parce que l'année dernière, il avait déjà bien sali Dallas, Kawhi Leonard. Il est déterminé, le Kawhi, on l'a même vu serrer le poing. Alors là, attention, événement. Ouais. Et il paraît même qu'il a parlé à un coéquipier après, mais ça, c'est encore du Ça, domaine c'était MZ, ça. C'est encore de la rumeur, ça. Bref, je me moque, mais les Clippers nous ont montré des choses qui peuvent nous énerver, mais ils nous ont montré un truc, c'est que ils ont su se faire violence. Ils ont su, à 2-0, jouer avec beaucoup de détermination. Et Tyronn Lue, mine de rien, a su faire quelques choix tranchés qui auraient pu jouer contre lui, mais qui ont finalement permis aux Clippers d'exposer certaines grosses faiblesses, salut Porzingis, des Mavs. Voilà. Non, clairement, les Clippers qui s'en sortent bien. En effet, on en avait parlé à 0-2. On avait fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver des playoffs, un petit point au bout de 2 matchs et au bout de 4 matchs. Je parlais notamment du fait, comme tu l'as souligné sur les réseaux sociaux hier soir, je parlais à ce moment-là du fait que c'était le moment carrefour de la saison et peut-être de l'histoire des Clippers. C'est-à-dire que si tu as 0-2 et que tu reviens, bonjour le mental. Ils n'ont pas fait que ça, ils ont été menés 0-2, ils ont été menés 3-2. Quand tu vas dans la fournaise de Dallas et que tu es à 40 minutes de voir ta saison se terminer dans les mains de Luka et de Tim Hardaway Jr., ça ne craque pas,
pas. Donc les Clippers ont fait le plein de confiance. Game 7, pas de choke. Quelque part, toute la sphère Twitter déçue de ne pas pouvoir se foutre de la gueule des Clippers comme ça a été le cas pendant des années. C'est vraiment bien pour eux. Impossible de ne pas parler de cette série, comme tu as dit, sans parler de Kawhi Leonard, de Monsieur Tyronn Lue, de Monsieur Paul George, qui a été déterminant dans bien des aspects du jeu, notamment sur le run du Game 3, mais aussi défensivement, et en étant en patience. Quelques très grosses passes décisives et bons décalages sur le Game 7 lorsqu'il a fallu attirer les joueurs quand Kawhi n'était pas là, donner la balle à Luke Kennard, donner la balle à Marcus Morris. Un très très bon Reggie Jackson qui a été complètement dingo. Nicolas Batum, magnifique. Super. En pivot, magnifique. Série. Dans cette espèce Marcus de Morris, série. Quand il se met à les mettre dedans, les trois, mine de rien, ça complexifie quand même sérieusement l'affaire pour les adversaires des Clippers. Complètement. Alors même s'ils ont laissé un petit peu de gasoil, on va dire, hein, dans la série, parce que là tu as quand même bien sué face à Luka et compagnie, tu as un gain de confiance qui est énorme. Tu n'es pas l'équipe favorite aussi dans cette série. Les Clippers vont être underdog face au Jazz. Le Jazz, on va en parler après dans la dynamique, mais il faut en parler de ça aussi, du fait que pour les Clippers en termes de dynamique, de sortir là de Dallas, on peut dire ce qu'on veut sur l'effectif des Mavs, mais de sortir des griffes de Luka Doncic et de Rick Carlisle pour affronter Utah, c'est un beau challenge pour eux quand même. Ils sont là où ils voulaient être. Ils ont voulu éviter le slot 3 pour pas être les Lakers ou quoi. Moi je crois surtout qu'ils avaient peur des Suns. Ils sont là où ils voulaient être. Dans leur tête, ils passaient ce tour et je pense qu'ils imaginaient quand même le Jazz battre le 8e. Donc ils ont une demi de conf contre le Jazz. Voilà, il va falloir assumer maintenant, mais leur dynamique, effectivement, peut-être il y a eu un peu plus de fatigue, un peu plus d'énergie dépensée. Par contre, c'est quand même une série qui peut leur apporter un peu plus de sérénité mentale, un peu plus de certitude. Donc, complètement. C'est plutôt une bonne dynamique pour les Clippers. C'est une très très bonne dynamique. Pour boucler ça et pour reprendre la phrase de ce fameux Tyronn Lue, en sortie de 0-2 déplacement à Dallas, on va voir what we are made of, on va voir de quoi on est fait, de quoi cet effectif est fait. Et ben c'est bon, la réponse elle est en 7 matchs. Les Clippers sont sortis justement du piège texan et donc ils sont qualifiés. Du côté de Utah, bon, pour résumer, et évidemment je vais te tendre la perche là-dessus, Game 1, ça commence à discutailler. On ne sait pas si Donovan Mitchell devait jouer. Retour de blessure. Petite affaire entre le staff médical de Donovan Mitchell et celui du Jazz. Mais par contre, une fois que le Game 1 est laissé à Memphis, la meilleure équipe de la saison régulière 2020-2021 a mis sa main sur la tête des Grizzlies. Oui. Merci d'être venu. Bonne soirée. Ouais, c'est ça. C'est sympa. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à shooter comme des grands malades de loin. Dans tous les sens, de tous les côtés, et pourtant bonne défense les Grizzlies, je veux dire appliqués et tout machin, mais ils ont eu beaucoup de mal à contenir l'attaque du Jazz. Et par contre de l'autre côté, la défense du Jazz à plusieurs reprises elle a fait mal à l'attaque de Memphis en termes d'expérience, en termes de vice et tout. Donc il y a eu quand même pas mal d'écarts qui se sont faits, et comme tu viens de le dire, ouais, ils en ont gagné 4 de suite quand même, le Jazz. Ça c'est excellent pour la dynamique. C'est très très bon, bien sûr. D'ailleurs, Donovan Mitchell est revenu. Bien sûr. Et tout à fait en forme. C'est clair que ça c'est important à souligner. L'espèce d'explosion aussi du Game 5, c'est aussi le patron qui dit non. Il n'y a absolument aucun scénario dans lequel on reprend un avion. C'est-à-dire qu'on va vous mettre 90 points en une mi-temps et que vous n'allez rien faire contre notre attaque. Parce que si on est vraiment concentré comme on est capable de l'être, on est la meilleure équipe de NBA cette saison. Mike Conley, on va parler de lui, mais Mike Conley qui revient à Memphis, qui fait non mais attends, je t'explique, Ja Morant, genre c'est moi qui ai construit là, tu vois les murs là, c'est moi qui les ai fait avec Zach Randolph, Dion Brooks aussi voilà, donc c'est Mike Conley, il a fait vraiment un très gros premier tour. On peut en parler parce qu'il y a une petite histoire d'adducteur là, attention, qui est sans pas bonbon, faut le dire, ouais, ça fait partie tout à fait des dynamiques. Ça commence à causer de pas de Game 1, tout ça là, au moment où on tourne cette vidéo, la présence de Mike Conley au Game 1 est quand même compromise. Ouais, et ça c'est un sacré coup quand même pour le... nouvelle, pour le Jazz, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais quand même quand on voit ce qu'il a été capable de faire en termes de sérénité, d'expérience, enfin bref, tout ce qu'il est capable d'apporter, c'est vrai que là je revois un peu ce que ça dit. Pour le moment en effet il va être réévalué là prochainement pour ces histoires de pépins à la cuisse. On va surveiller ça de très très près. Dans la dynamique en tout cas, hormis ce point là, ça va bien. Jordan Clarkson a récupéré son trophée de 6e de l'année. Rudy a posé aussi ses valises dans la raquette. Donc non, vraiment le Jazz peut se dire, comme on avait dit dans la preview, il fallait gérer cette série de main de maître sans laisser d'espoir à des Grizzlies qui sont 8e. On a eu une série 1-8. Voilà. Ouais.
Tout à fait, on a une série 1-8 assez classique, faut le Clairement. dire. Ouais, je suis d'accord. Donc la dynamique ne dure pas des plombes, mais en même temps c'est normal parce qu'on était sur différentes ambiances entre les Clippers et le Jazz. Pardon. On va enchaîner, Alex, avec le fameux Allez, hashtag. vas-y, bam, c'est parti, je te le mets là. Hop, voilà, il est beau, il est tout frais. Le hashtag Exactement. technique. C'est le point stratégique. Dans cette section, vous pouvez faire comme nous et faire semblant de vous y connaître au basket. Hein, ouais, il y a 5 joueurs sur le parquet et 24 secondes pour shooter. Alex, dans cette Le section. ballon est un peu orange-marron, je sais pas si t'as vu. Ah si, il a des rayures. Ouais. Donnez-le dans les mains de Derrick Favors, n'hésitez pas, ça peut être pas mal aussi. Dans cette section, vous pouvez nous dire ce que vous allez observer de très très près d'un point de vue basket. Alex, the floor is yours. Qu'est-ce que tu vas regarder stratégiquement? La défense sur les extérieurs. Dans ce sens collectif, je parle. Je cible pas de joueurs en particulier. Nous avons deux équipes qui shootent admirablement bien de loin. Les Clippers sont la meilleure équipe à 3 points en pourcentage de la saison régulière, à plus de 41% en collectif, c'est énorme. Le Jazz était à quasiment 39% en collectif sur la régulière. Le Jazz a shooté à 40,5% sur son premier tour de playoff. Ouais. Face à une défense de Memphis qui est quand même raisonnable, quoi, qui est quand même sérieuse. Les Clippers, c'est un peu moins bon en global sur la série contre Dallas, parce qu'en fait, le démarrage a été cataclysmique. Quand ça a commencé à se mettre en route, on a bien vu que Dallas était là genre... le Game 7. Reggie Jackson, Marcus Morris, Kennard, Paul George, Kawhi, genre t'as mal au crâne. T'as mal au crâne, le nombre de shooters à 3 points, Nico Batum, machin. Le nombre de shooters à 3 points qui est dans cette équipe des Clippers, t'as mal au crâne. Le nombre de shooters à 3 points potentiels qui est dans cette équipe du Jazz, c'est pareil, je veux dire, Conley, Donovan Mitchell, les Royce O'Neal capables d'en mettre, Bogdanovic, Ingles, enfin... Et en plus... George Niang aussi. Pas carrément. George Niang, tout à fait capable d'en mettre également. Excusez-moi si j'oublie des mecs, mais bon, voyez un peu le tableau, quoi. Il y a 5 ou 6 gars faciles, il y a des gros noyaux de shooters. Et Clarkson, en plus... pour ceux qui vont nous chercher. Clarkson, c'est clair. Non, mais pour ceux qui vont nous dire, vous avez oublié Clarkson? Le Jazz a montré que sa qualité de shoot à 3 points était aussi issue d'un très bon mouvement de balle. Les Clippers, c'est un petit peu différent. Leur mouvement de balle est bon hein, quand ils veulent et tout, mais aussi ils s'appuient sur deux immenses stars qui attirent les défenses et donc qui créent d'elles-mêmes des décalages, quoi. Je veux dire, à un moment donné, quand Kawhi Leonard commence à driver, c'est sûr que ça se rapproche tout. Il y a au moins 3 joueurs de l'équipe adverse qui est, toi, ça converge vers le cercle, hein, comme on dit. Donc s'il a la bonne idée de la lâcher au bon moment, comme lors du Game 7 où tous les deux, Kawhi et Polo, ils ont été vraiment malins et très bons à la passe. Faut reconnaître que Marcus Morris, il a eu des sacrés fauteuils. Ah mais c'est exactement ça, hein. C'est ce qu'on appelle le phénomène séance de dédicace. Hein. Kawhi Leonard, il se ramène quelque part, hop, soudainement il y a 4 à 5 personnes qui sont autour de lui sur la pénétration. Tu ne peux pas le laisser seul complètement. Non. Donc du coup, je pense que une des grosses clés de cette série, donc bon, la réussite à 3 points, c'est une clé évidente. Hein. En ce moment, NBA, c'est un peu la clé tu peux la mettre en clé dans chaque série. Donc c'est plutôt, enfin je veux dire, ouais, c'est clair que l'équipe qui shoot le mieux à 3 points dans la série entre le Jazz et les Clippers, il y a quand même moyen que, vu les volumes qui vont être pris, il y a moyen que ça fasse mal. Et donc on va être intéressé de regarder comment tu colles au train de ces joueurs qui ne sont pas forcément les premiers ball handlers de l'équipe, mais qui peuvent te foutre 18 points parce qu'ils ont eu des shoots à 3 points ouverts en fait. Ah mais bien sûr. Non mais pour aller complètement dans ton sens, de toute façon on en parlait en off, c'était j'avais une section comme ça aussi qui s'appelait Just Keep Shooting, qui est clairement dans le sens de ce que tu disais. Pour compléter tout ce que tu as très très bien souligné, c'est le fait que le Jazz, comme tu disais, a eu des excellents pourcentages. C'est l'équipe qui a juste mis le plus de 3 points en NBA cette saison. C'est-à-dire qu'ils ont mis quasiment 17 tirs à 3 points par match cette saison et ils ont complètement respecté leur standard sur ce premier tour, comme tu le disais. Les Clippers, un coup de moins bien. En fait, en plus de ce que tu disais là, quand je me penchais notamment là-dessus en préparation de la preview, je me disais, est-ce que les gens s'attendaient forcément à ce qu'au moment où on tourne cette vidéo, Reggie Jackson soit le joueur des Clippers qui a mis le plus de tirs à 3 points sur le premier tour pour les Clippers? Je veux dire, cette phrase est quand même absolument dingue. Est-ce que tu le fais un round? Est-ce que tu le fais 2 rounds? Non, je veux dire, Reggie Jackson a mis plus de tirs à 3 points que Kawhi, que Paul George, que Marcus Morris, que Nicolas Batum, etc. Donc, en effet, ça va être à surveiller. Si les pourcentages
des Clippers remontent un petit peu et que cette fois, Batum et Paul George, si je dis pas de bêtises, ils sont tous les deux à 30% sur le premier tour. Si tu remontes gentiment à 38-39%, attention pour le Jazz. Et alors, si Utah commence à prendre des catch fire... Voilà. Exactement. Et en plus, ce sont deux équipes qui shootent bien et en plus ont du personnel pour bien défendre sur les extérieurs. Ouais. Les Clippers peuvent mettre des joueurs extérieurs qui vont suivre dans les écrans, qui vont être là pour bien contester les shoots à 3. Mais le Jazz aussi, le Jazz l'a fait toute l'année. De toute façon, le Jazz, c'est une des meilleures défenses de la Ligue cette année, un 3e ou 4e meilleur ratio défensif. Les Clippers sont pas si loin que ça derrière. Donc ils ont été capables aussi de bien défendre. De toute façon, on voit bien, ils ont les joueurs déjà pour commencer. Donc ça va vraiment être une vraie guerre. Et je serais pas surpris qu'il y ait des coups de chaud qui soient décisifs. Que voilà quoi. Ouais. Que quand ça commence à tomber dedans et que l'équipe adverse elle prend l'eau et qu'elle n'arrive plus à suivre le rythme. Tu vois. Donc ça, ouais, la défense sur les lignes extérieures, ça va vraiment être quelque chose de très déterminant évidemment. Et donc évidemment en conclusion, si vous aimez les shoots à 3 points, regardez cette série. Et si vous n'aimez pas trop le shoot extérieur, pioncez franchement, parce que là on va avoir entre 70 et 80 tirs à 3 points pris par match à peu près. Oui, il y a un paquet là. Au calme. Wow. Je suis bien d'accord, le shoot à 3 points va être déterminant dans cette série, c'est clair et net. Évidemment, pour aller dans un sens un peu opposé, le point que je vais surveiller le plus sur l'aspect tactico-technique, c'est ce poste de pivot. Comment est-ce qu'on va faire sur ce poste de pivot ? Parce qu'il y a plein de gens qui ont vu la série Clippers-Jazz se présenter là depuis quelques heures et se dire « Attends. » Parce que les Clippers viennent d'affronter Dallas. Il y a eu des ajustements. Au début, on a eu du Ivica Zubac qui était là, donc typique, Golgoth, on va mettre de la puissance à l'intérieur, on va essayer de punir, etc. Ajustement, au sein de la série, on va essayer cette espèce de 5 hyper intéressant et petit. Que va faire Tyronn Lue ? Est-ce que Tyronn Lue démarre la série, justement, avec son petit 5, ce qui a posé des gros soucis au Boban Marjanovic, au Kristaps Porzingis et compagnie du côté de Dallas, ou alors ils vont décider d'affronter Rudy Gobert avec justement un peu de barbac type Ivica Zubac ou d'autres garçons. J'ai pas envie de mettre Serge Ibaka dans la discussion parce que au niveau physique, problème de dos, j'ai l'impression qu'il va falloir faire sans lui. On sait pas où il en est, c'est clair. C'est vraiment compliqué, sauf pour mettre des vestes en paillettes en Game 7, là il y a du monde, mais par contre au niveau du jeu, c'est compliqué de l'attendre. Attends, jolie veste. Mais très jolie veste, je sais que je vais te l'offrir d'ailleurs. Franchement, je la porterai avec plaisir. Je sais, pour la preview des finales NBA entre les Suns et les Hawks. Non mais pour le coup, cette série me fascine du point de vue de Rudy en fait. Parce que on a un pivot typique, old school, c'est-à-dire à la fois old school et new school, puisqu'on a un gros protecteur d'arceau qui aime rôder dans sa raquette, qu'on a eu tendance par le passé à pointer un peu du doigt dès qu'il fallait sortir sur l'extérieur. On a vu des séries face aux Rockets, tu sais, on regardait James Harden, Chris Paul, on regardait les garçons parfois le faire sortir, Stephen Curry en demi-finale. Bon, évidemment, là on parle de très très bons ball handlers, donc dès qu'il faut switcher avec Rudy Gobert, ça devient compliqué. Comment les Clippers vont aborder ça et comment le Jazz va essayer de punir en face ? Parce que Rudy, il est fondamental dans la réussite du Jazz. Là, je pense pas qu'on est dans une série où il va avoir 30 minutes de Jonas Valanciunas et donc du coup tu as un banger qui est au poste que tu peux muscler. Si ça se trouve, les Clippers ils vont regarder Rudy, ils vont dire bah ouais mais tu nous casses les couilles, donc en fait on va mettre Nicolas Batum en 5 ou parfois Marcus Morris et en fait bah on va vraiment vous saouler parce que là il faut qu'il sorte sur l'extérieur. Parce que certes tu vas vouloir te battre au rebond, mais regarde comment ça se passe dès qu'on essaye d'affronter des grands et comment on les annihile. Je ne suis absolument pas en train de mettre Kristaps Porzingis et Rudy Gobert dans le même camion, ce serait un blasphème. Là, tu me rassures. Non. On ne les met pas dans les mêmes sphères, c'est pas les mêmes joueurs. Par contre, force est de constater que les Clippers ont montré qu'ils pouvaient s'ajuster. Donc, ça va vachement m'intéresser de voir comment Rudy Gobert arrive à dominer dans cette série, comment est-ce que les Clippers s'ajustent, et donc, quelque part, comment Quinn Snyder utilise ces minutes-là. Comment est-ce qu'il faut faire pour empêcher les pénétrations de Kawhi et de Paul George, et en même temps, pas se faire secouer à 3 points par d'autres garçons qui vont créer des décalages. Non, mais c'est clair que là aussi, il y a une vraie bataille tactique qui s'annonce, parce que poste de pivot. Rudy va effectivement se faire cibler de temps en temps sur les extérieurs. Ça va switcher, il va se retrouver nez à nez avec Paul George. Tout le monde va s'écarter. Compliqué.
Par contre, Rudy, il a des qualités, voilà, tu l'as dit, Porzingis, même les Dwight Powell, les machins et tout. En termes de protection de cercle, Oui, c'est quand même un autre délire, le Rudy. Bien sûr, bien sûr. Et il couvre de l'espace et limite, il se déplace mieux que Porzingis, franchement. Et il a des aides aussi, c'est pas Tim Hardaway. Et puis, intelligemment, autour de lui, c'est un autre délire. C'est pas Jalen Brunson. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est offensif. C'est-à-dire que Rudy roule bien. Rudy a pris l'habitude de recevoir les caviars de Donovan Mitchell, de Joe Ingles, de Bogdanovic, de Mike Conley, bien évidemment, et tout. Là où Porzingis, Marjanovic ont essayé un peu, mais Marjanovic il joue en marchant, le pauvre, tellement il peut pas sauter ni courir, tu vois. Et Porzingis, s'il s'approche de la raquette, il a perdu. Non mais bon, bref, on en reparle. On en a déjà parlé et on en reparle. Comme Mike Miller. Non, bien sûr. Hein, voilà, c'est pas un compliment quand je dis ça. Hein. Je parle pas de sa qualité de shoot à 3. Bref, donc ça va pas. Rudy, en fait, le problème, c'est assez intéressant ce que tu soulèves. Moi, ça me fascine le poste de pivot cette série. Comment le Jazz arrive à maintenir Rudy sur le terrain si les Clippers jouent toujours trop small et que Rudy, ça devient vraiment relou pour lui. Et de l'autre côté, attention les Clippers. Parce que si tu as un Jazz avec Rudy Gobert à 15 points, 15 rebonds tout le temps, peut-être tu vas l'humilier une fois ou deux là. Ouais. De temps en temps, là, Paul George, il va se faire plaisir, mais en fait, tu es en train de perdre une grosse bataille. Hein. C'est ça. Le rebond, c'est important, et Rudy, il roule bien. Et donc, du coup, Marcus Morris et Nico Batum ou Kawhi, ils vont empêcher Rudy de rouler? Bah non. Non, normalement non, mais évidemment, mais c'est pour ça que ça me rappelle, tu sais, l'année dernière, quand on parlait de la série contre Denver, quand on parlait de la série entre Utah et Denver, on se disait, putain, au bout de 2 matchs, Rudy, qu'est-ce qu'il roule bien, ça punit Jokic, et puis il y a des ajustements aussi en face. Ouais. Et donc, moi, je m'attends forcément à ce que les mecs d'expérience des Clippers et Tyronn Lue et son staff se disent, ok, là-dessus, on est en train de se faire avoir, on va essayer de les punir. Parce que ce qui est indéniable, par contre, c'est que Rudy est tellement fondamental dans les résultats de Utah que tu ne peux pas te permettre d'avoir une équipe qui arrive à l'exposer sur certaines séquences de jeu, quoi. Notamment dans les Money Time où là, il va falloir voir quel type de 5 est mis sur le terrain par Tyronn Lue et quel est le type de 5 qui est répondu par Quinn Snyder. On va voir. Ça va aussi beaucoup dépendre de la qualité des Paul George, des Kawhi, qui sont les 2 principaux ball handlers des Clippers, qui sont de très bons ball handlers, mais qui sont pas des vrais créateurs pour les copains. Ils l'ont très bien fait là dans Game 7 pour les Mavs, mais ce sont surtout des créateurs scoreurs quand même, des mecs qui tournent à 4-5 passes d'ess par match, quoi. Plus, tu vois. Ouais. C'est pas des, je sais pas, des Jamal Murray ou des Chris Paul ou des James Harden ou des gars comme ça. Du coup, on va voir, parce que nous, tout ce qu'on est en train de dire là, les Clippers en ont parfaitement conscience. Enfin, je pense que Quinn Snyder aussi. Je pense que Rudy Gobert aussi. Je pense que les mecs qui vont devoir aider aussi. Donc, du coup, vraiment, t'as un pivot qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue, qui n'a pas d'équivalent du tout dans l'équipe d'en face. Complet. Je vois pas du tout les Clippers faire jouer Zubac. Coller les minutes de Zubac aux minutes de Rudy, non, c'est pas possible. Et puis tu sors d'un premier tour où c'était dans le registre de Rudy, c'est-à-dire bang bang. Ils auraient Ibaka encore, je dis pas, mais là Zubac. Non, c'est pour ça que, à mon avis, il va y avoir des minutes où ils vont se dire, bon bah, on va foutre Nico ou Marcus Morris là dans cette espèce de spot là 4-5. Par contre, dès qu'il y a un pick and roll, putain, vous foutez vos mains là, Paul George, Kawhi, Reggie, comme ils l'ont fait aussi avec Luka et les Mavs, et on crée des interceptions, on crée des galères, on l'empêche, on l'envoie même sur la ligne s'il le faut, mais on ne laisse pas ce mouvement de balle du Jazz avoir lieu où ça punit, parce qu'en plus Rudy reconnaît les garçons dans les corners maintenant de plus en plus. Et s'ils font ça, le problème c'est que s'ils font trop ça, qu'ils se focalisent sur le Rudy qui roule, c'est que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Ingles il a le temps de shooter. C'est ça. Je suis pas sûr que ce soit un bon calcul. Donc c'est, tu vois, c'est compliqué. Que des jeux de réglage. Compliqué. Complètement. Ça c'est bien contre les Mavs quand Hardaway Jr. Redevient junior, quoi. Exactement. Et c'est pas le Tim Hardaway qu'on a vu toute la saison. Voilà. L'agent il est content du Game 7. Tu m'étonnes. Ça va être un peu compliqué. L'agent il était là genre. Grave. Comment ça? C'est compliqué. Dites-nous ce match. Dites-nous vous ce que vous avez surveillé d'un point de vue purement technique et tactique sur cette série entre le Jazz et les Clippers, dont je rappelle le Game 1 là est imminent. Mon cher Alex, tu le sais, on va enchaîner de sections. Cette fois on va sortir les jumelles pour parler d'un joueur qu'on va surveiller de très 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 près. Vous pouvez nous dire vous qui vous allez surveiller. The floor is yours, Alexinators. Donovan Mitchell. Plusieurs raisons à cela.
Bon, bah déjà, on a parlé tout à l'heure, là, quand on a fait les dynamiques, on a parlé rapidement d'une éventuelle petite blessure de Mike Conley qui pourrait le priver du Game 1. On sait pas trop, faut se méfier avec ces blessures-là, les adducteurs. On sait que c'est des blessures en fonction de si c'est une petite déchirure, grosse déchirure, tout ça. Genre, c'est des blessures qui peuvent traînasser un peu, où t'es jamais vraiment à 100%. Enfin, c'est de la saloperie, les blessures aux adducteurs. Ouais. Donc, si tu commences Game 1 sans Mike Conley, bah, Donovan Mitchell, mon pote, c'est quoi le usage rate de Donovan Mitchell quand il n'y a pas Mike Conley? Va falloir faire des saletés. Et puis alors, je sais pas si t'es au courant, mais Paul George et Kawhi pour Donovan Mitchell, c'est pas idéal quand même. C'est quand même des défenseurs qui vont être mobiles, plus longs que lui, athlétiques, concentrés. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de paramètres qui font que Donovan Mitchell peut très vite se retrouver face à un sacré défi. Pour autant, il a déjà montré, Donovan Mitchell, qu'il pouvait salir n'importe quel type d'équipe, n'importe quel type de défense. Surtout quand il est mis au milieu de ce Jazz où ça devient fluide, où il y a Rudy qui roule, il peut le servir, il peut servir les copains sur les côtés, il distribue de mieux en mieux. Donovan Mitchell, il progresse à ce niveau-là. Il est fort au scoring, ça c'est pas une nouveauté. Il est très explosif, hein. Même pour du Kawhi et du Paul George. C'est relou, c'est relou. Tu vois, défendre Doncic, c'est l'enfer. Mais c'est défendre Donovan Mitchell comme ça longtemps avec la cardio qu'il a l'autre, le Mitchell. Ah non, mais c'est un GPS sous testostérone, c'est pas la même. Et surtout que le Jazz va être plus intelligent. Même si Conley n'est pas là, tu vas te retrouver avec des attaques, c'est Bogdanovic qui va avoir la balle en main, c'est Ingles qui va avoir la balle en main, et Donovan Mitchell va falloir se le fader à le suivre dans les écrans de Rudy Gobert. Et les écrans de Rudy Gobert, c'est des plasmas. C'est voilà quoi. Tu vois, donc il y a tout un tas de trucs. Toujours est-il que le Jazz ne va pas pouvoir se passer du scoring de Donovan Mitchell dans cette série, c'est impossible. On peut discuter small ball, pas small ball, comment tu utilises le blablabla et tout. Va falloir que Donovan Mitchell score. Il en est parfaitement capable. C'est pour ça que j'en fais mon joueur à suivre. Il est face à un très grand défi. L'année dernière, ça a choke avec un Donovan Mitchell qui a quand même envoyé du sale, mais ça a choke face à Denver dès le premier tour. Là, tu as fait le boulot au premier tour. Tu as un gros défi, tu as Kawhi Leonard et Paul George. Est-ce qu'on a le droit de dire que les deux meilleurs joueurs de la série sont du côté des Clippers? Ou est-ce que Donovan Mitchell, il débarque, fait non, pardon? Non. Le meilleur arrière, c'est Bibi. Ouais. Désolé, Polo. Le meilleur joueur extérieur, c'est Bibi. Ah ouais, complètement. Ah bah, bien tu sûr. Vois, est-ce que Donovan Mitchell, il est capable de défoncer une équipe qui défend bien sur les extérieurs comme ça, comme les Clippers? Donc, c'est vraiment très intéressant pour nous à suivre, pour lui en tant que défi. Et pour le Jazz, surtout, si jamais Mike Conley, c'est un match, deux matchs, tu vois, genre, attention. C'est vrai que Donovan Mitchell, s'il fait une grosse série là, tu deviens une superstar. Et je dis pas ça dans le sens péjoratif de la chose où il n'est pas encore une superstar. Je pense que certains peuvent lui mettre cette étiquette-là et dire qu'il joue à un niveau de superstar. Mais si tu es la meilleure équipe de NBA, que tu as géré ton premier tour, que tu es revenu en faisant des dingueries contre les Grizzlies et que derrière, face à Kawhi et Paul George, tu fais le fou furieux... Attention sur la façon dont on va voir Donovan Mitchell, c'est vrai que ça peut ne pas du tout être la même. Je suis d'accord. Voilà, donc on l'attend efficace de loin, on l'attend fort en pénétration, aller chercher des lancers. Si jamais, comme tu le disais dans ton point précédent, si les Clippers commencent à jouer small et que Donovan Mitchell il commence à driver tout ce qui bouge, Nico Batum et Marcus Morris vont rien pouvoir faire au cercle. C'est pas des vrais protecteurs de cercle. Ah non, c'est sûr. Du coup, ça va devenir un problème. Bon, après, je sais pas, ça change grand-chose. Tu fais jouer Zubac, tu vois. À l'inverse de Rudy, je pense que Donovan Mitchell, il a très envie de voir jouer Zubac. Ah bah c'est sûr. Mais bon, ça on va voir quand ils vont s'ajuster en face. On va voir. Mais en tout cas, voilà, très très intéressant. Et moi, oui, c'est Donovan Mitchell, mon joueur à suivre dans cette série. Ok. Très bien. Bah écoute, sur cette série, j'hésitais entre deux garçons côté Clippers parce que juste pour la note pure, Kawhi n'a pas non plus été extraordinaire face au Jazz cette saison. Après, on le sait, ce sont des match-ups qui sont antécédents, différentes, ont été dans des contextes particuliers. Mais il y a des défenseurs à lui mettre. Il y a des gros défenseurs à lui mettre et ça défend très intelligemment du côté de Utah, une top 5 défense de toute la NBA. Donc très hâte de voir Kawhi Leonard. Je rappelle que la cité de Los Angeles est entre guillemets à prendre. C'est-à-dire que là, clairement, les Lakers sont en vacances. Kawhi Leonard, il affronte le Jazz. Si Kawhi Leonard et ses Clippers affrontent le Jazz et les sortent avec un gros Kawhi Leonard,
Attention, attention à la façon dont les pubs New Balance vont ressortir, tu me vois venir. Je vais juste plutôt parler de monsieur Nico Batum, évidemment, sur cette match-up dont on parlait dans le point tactique précédent. Très très bonne première session, la première série face aux Mavs pour Nico Batum, qui a été inséré dans le starting line-up après un début de série et quelques matchs de série régulière, notamment en remplaçant. Il est fondamental. Certains insiders des Clippers et aussi les observateurs de toute la saison le considèrent comme un des MVP dans le sens pur de most valuable dans ce qu'il apporte aux Clippers cette saison. Polyvalence, calme, défense, concentration. On sait que c'est le genre de série sur lequel Nico peut se régaler. Dans son placement aussi. Exactement. Et donc, dans ce genre de série où on est entre des équipes, on peut dire ce qu'on veut, mais on est face notamment à une équipe de Utah où c'est, je me permets cette étiquette, mais c'est très très cérébral, exécution, etc. On est dans le jardin de Nico. On est dans le jardin de Nico où ça exécute, où il faut punir dans les déplacements, les cuts, etc., etc. Et donc, dans ce genre de setup, que va donner Nico? Est-ce que Tyronn Lue va dire... Ça a vachement bien marché. Depuis que je suis mené 0-2 et que j'ai mis Nico Batum dans mon 5 majeur, tiens, c'est marrant, on joue vachement bien quand même. Et alors, certes, c'est pas la même confrontation, mais je veux bien voir comment Tyronn Lue va aborder cette série et son utilisation de Nico Batum, parce que, ouais, il existe tout à fait une situation où nous, pendant 2 semaines, bah Alex, on a Nico Batum versus Rudy Gobert en fait. Et cette phrase, je m'y attendais pas en poste 5, mais en fait, elle est là. Et on a un Nico Batum qui va être utilisé pour stretch, pour venir en aide en défense, pour essayer d'apporter ce côté un petit peu indéfendable et ultra polyvalent des Clippers. Je dis pas que cette série dépend de Nico, absolument pas. Elle va évidemment être dépendante d'un gros taf collectif des Clippers avec 2 stars en tête d'affiche, mais vu qu'on est sur 2 équipes qui peuvent s'égaler sur bien des match-ups, il faut que des gars fassent la différence. Il y a un côté très Factor X avec Nico. J'avais hâte de voir sur cette première série ce que ça pouvait donner. On n'est pas sur le même taf défensif. On a vu aussi Nico qui parfois devait se farcir Luka Doncic quand c'était pas Kawhi ou Paul George. J'aime bien Donovan, j'aime bien Joe Ingles, mais on va pouvoir avoir un tout petit peu plus d'énergie quand même, tu vois, potentiellement, à donner au poste bas, à donner justement dans des rotations défensives. J'ai envie de voir si Nico devient ce que certains ont dit du côté des Clippers, qui peut être une des signatures les plus scred d'il y a quelques mois, qui permet aux Clippers de passer le cap. Si les Clippers sortent le Jazz là et vont en finale de conf, il y aura un moment aussi, ils vont se regarder et ils vont dire quelle signature de dingue en automne dernier, quoi, avec Nico. C'est clair. C'est clair. Non, mais c'est clair, il a été un vrai Factor X contre les Mavs. Je crois qu'on peut avoir vraiment une série limite avec beaucoup de Nico versus Rudy. Je serais même pas étonné. Non, c'est possible. Et ça se charrie dans tous les sens, et moi je prends mon popcorn tricolore. Ah bah tu m'étonnes. Oh là là. Pour préparer les JO, c'est impeccable. Bonne ambiance dans le vestiaire. Dites-nous dans tous les cas, vous qui vous allez surveiller comme joueur, évidemment, on surveillera de très très près la situation médicale de Mike Conley, qui en fait transpirer plus d'un du côté du lac Salé. Alex, on termine avec la section pronostic. Bah, il va falloir dire l'avenir. Il famoso pronostico. Rendez-vous dans les commentaires. Dites-nous, vous, qui vous allez voir en finale de conférence, face à qui. Je laisse Alex évidemment prendre ses notes et réviser son wording, puisqu'on est sur le pronostic time. Tu as le terrain pour toi, Alex. Je veux le vainqueur de cette série, le score et ton explication. Pas évidente celle-là. Une grosse galère. Je vais dire Jazz. 4-2. 4-2. Non pas que... Enfin, je pense qu'il va y avoir beaucoup de matchs serrés. Peut-être par rapport aux Suns Denver, il peut y avoir aussi de temps en temps une équipe qui lâche un match et qui a un blowout qui tombe et tout. Il faut faire attention, surtout quand commence à avoir des pluies de 3 points. Pourquoi je mets le Jazz? Parce que malgré les éventuelles incertitudes autour de Mike Conley, je vais miser sur la meilleure des 2 équipes. Les Clippers ont certainement les 2 meilleures individualités, même c'est plus que certains. En revanche, si la série de premier tour leur a fait certainement du bien mentalement et tout, elle a montré aussi que c'est les Clippers. C'est pas très régulier. Parfois il y a des trous d'air, parfois ils démarrent mal les matchs, parfois ils ont un peu de mal à défendre ou à attaquer, ils mettent un peu de temps à s'adapter. Ouais. Tyronn Lue, ça reste Tyronn Lue et tout. Là c'est le Jazz les gars en face. Il n'y a pas juste un prodige tout seul comme aux Mavs. Pour schématiser, mais c'est très pas vrai. Non, mais c'est ça. Le Jazz, c'est une vraie équipe. Le Jazz, quand il te mène de 15... Ça passe à 25, si tu fais pas attention. Attention. Ouais. Le Jazz, quand tu les mènes de 10, c'est pas fini le match. Du tout.
Le Jazz, ça va être une bataille permanente, ça va être de l'adaptation tactique permanente. On en a bien fait la démonstration, je pense, dans cette série. Donc, je pense que la régularité du Jazz et les certitudes qu'ils ont accumulées sur les 2 dernières saisons, et notamment la dernière régulière, qui est quand même de grande qualité, plus eux aussi leur premier tour qui a dû les mettre bien dans leur pompe. Je pense que tout ça fait qu'ils sont capables, et ils vont, selon moi, sortir les Clippers. 4-2. Mais alors, clairement, je parie contre Kawhi Leonard, et je t'avoue que j'aime pas trop ça. J'en veux 7. 4-3. Clippers. Donc les Clippers, ils vont finir ça à Salt Lake City pour toi. Allez-y les grands. Oh la violence. Ça c'est violent. Ça c'est violent. Un petit peu vraiment concerné par cette histoire de Mike Conley. Ça me travaille pas mal, même si évidemment il peut revenir, mais attention, parce que même s'il revient là tôt dans la série, qu'est-ce qu'il va donner physiquement ? Il va avoir du gros pain sur la planche pour lui. J'en vois 7 dans cette série parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de scénarios différents. Il peut y avoir du blowout, il peut y avoir des matchs très serrés, il peut y avoir Reggie Jackson qui n'est plus du tout Reggie Jackson en fait, ou qui quelque part redevient Reggie Jackson. Tu peux avoir Bojan Bogdanovic qui... Exactement, tu peux avoir Bogdanovic qui fait des dingueries. Tu peux avoir Joe Ingles et Paul George qui se retrouvent et il y en a un qui se fait exclure, ou il y en a un qui rentre dans la tête de l'autre parce qu'il y a des retrouvailles fort sympathiques de l'époque OKC versus Utah pour ceux qui s'en souviennent pas. J'en vois 7, je vois des ajustements entre des coachs qui sont capables justement d'analyser. Je sais que pour certains ça fait mal à dire, hein, mais il faut, comme tu l'as dit Alex tout à l'heure dans la dynamique, il faut rendre à Tyronn Lue ce qui s'est passé sur le premier round. Il y a eu des ajustements, il faut lui rendre un petit peu ses hommages, quoi. Et donc je pense que dans une série pareille, il est capable aussi de s'ajuster, même si ça prend du temps. Je sais que Simon, tu vois, le disait au bout de 2 matchs. Je pense que peut-être Alex, toi aussi, tu avais réagi assez rapidement en disant putain, il aurait pu s'ajuster dès le game 1. Ça lui aura pris du temps. Mais c'est comme ça, et je pense qu'on va revenir gentiment sur ce que tu mentionnais à la fin de ton pronostic, c'est-à-dire que nous sommes à un stade où les équipes avec à la fois le plus d'expérience et les meilleures stars prennent possession vraiment de cette série. Kawhi et Paul George s'en sont sortis, on y va, on prend la possession de cette série, et malgré l'excellent collectif du Jazz qui va forcément pousser la série, parce qu'ils vont bombarder à 3 points, et ils vont punir dans tous les sens. Je veux bien voir si Jordan Clarkson est capable, on a peu parlé de Clarkson, mais s'il est capable de faire aussi une grosse série. On a peu parlé de Clarkson qui va être déterminant dans son rôle parce que lui, face au Kennard ou face à d'autres garçons qui vont aussi devoir scorer en sortie de banc pour les Clippers, est-ce qu'il va avoir le même impact ? Je pense juste que si on se retrouve dans une situation type Game 6 ou Game 7 et où les Clippers ont la possibilité de finir, je leur donne cette fois la possibilité d'eux. Ils se sont fait beaucoup peur contre Dallas. Là, cette fois, on va essayer de s'ajuster encore mieux face à une équipe où il n'y a pas le même niveau de superstar. Luka Doncic est énorme. Il n'y a pas un Luka Doncic, comme tu l'as dit là, du côté de Utah. Non, par contre, il y a un coach qui a beaucoup plus d'armes quand même. Il y a un coach qui a plus d'armes, il y a un collectif qui est mieux rodé et il y a une meilleure défense. C'est clair et net. Mais il y a aussi, là pour le coup, pour Kawhi et pour Paul George, la possibilité de vraiment poser leur empreinte sur cette série et dominer. Les Clippers, quelque part, doivent montrer aussi que dans cette série où ils sont underdog, ils sont capables de relever un nouveau challenge. C'est Utah qui est favori dans cette série. Ils sont premiers face au 4e et donc on y va. Ils sont vraiment favoris, ouais, Utah, ouais. Utah est favori. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, mais moi par exemple, je sais que hier, tu sais, ce dimanche, quand il y a eu le match perdu par les Mavs face aux Clippers, quand on a posé tout de suite les questions à chaud, notamment dans le chat pour ceux qui étaient en direct avec nous de Clippers Jazz, beaucoup de gens ont dit le Jazz parce que les Clippers, la phrase qui sortait c'était ils ont dû prendre 7 matchs pour sortir ces Mavs. Et ça s'entend, tout à fait. Mais j'ai l'impression que c'est pas les mêmes match-up. J'en donne 7. Après, vous vous débrouillez pour le Game 7, mais on va dire que Kawhi va être stratosphérique. Il y a des mauvaises match-up pour tout le monde dans cette série, pour les 2 équipes en fait. C'est ça. C'est intéressant. 4-2 Jazz pour Alex, 4-3 Clippers pour Bibi. On va voir justement qui va se sortir. Toi, tu préfères, si tu es les Suns, tu préfères les Clippers ou le Jazz en finale de conf ? Ça n'a aucune importance. Donnez-moi le boulevard, Arizona Boulevard, donnez-moi la bagouze. Ça va tout droit pour les Suns. Dites-nous, vous, surtout dans les commentaires, ce que vous voyez sur cette série qui va commencer donc cette semaine. On verra, notamment puisqu'on parlait des trophées avec Jokic sur la série de Denver, si Monsieur Quinn Snyder et ou Rudy Gobert vont récupérer leurs trophées gentiment. Ça serait fort sympathique. Alex, je te laisse avec le mot de la fin. Le mot de la fin, grosse série là qui débarque entre 2 équipes où il y a des petits antécédents. Il y a pas mal de choses à
T'as cité Paul George et Joe Ingles. C'est des vrais antécédents. Je crois qu'il y a quand même des petits antécédents entre Mike Conley et les Clippers, hein, de l'époque de Grizzlies Clippers, tu vois. va. Il y a Donovan Mitchell qui a des choses à prouver. Enfin bon, bref, il y a Rudy Gobert qui va se faire cibler. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a qui Jordan vont se Clarkson passer. qui retourne à Los Angeles. Je pense qu'il peut y avoir pas mal d'animosité dans cette série. Tout à fait. Je pense que ça peut être une série bien musclée. Ouais, over-under bar fight 3.4. Tu vois, quand Marcus Morris va commencer à se faire rentrer dans la tête par Jordan Clarkson, tu sais que... Ah, ça va être relou, bien sûr, Hein, bien sûr. ah. Non, et puis Utah a envie vraiment de bomber le torse et de dire ici c'est Utah, ok, donc Voilà, on va pas se laisser faire. personne prend les Clippers dans les jeux vidéo de toute façon. Exactement. Dites-nous vous ce que vous voyez sur cette série et évidemment on se retrouve très très vite pour débriefer tout ça sur la chaîne YouTube préférée, ta chaîne YouTube préférée. Des bisous, à Ciao. très vite. Ciao. Ciao, ciao.